En fait, si aujourd'hui on disait vous ne pouvez plus gagner d'argent avec YouTube, je me demande combien de créateurs resteraient et quel contenu il resterait sur la plateforme. Tu vois. C'est beau pour tout le monde? Tu vois juste une petite Gégor. Let's go. Et je suis à toi. Faut que je reprenne mon sérieux, genre on se connaît pas. Tu sais que je t'ai croisé il y a... Je peux pas... En plus, mon début c'est sur ça, c'est sur le fait que tu fais tout le temps des vannes. Ah ouais, j'arrête alors. Tu sais quoi, je ferai pas de vanne. Si, fais des vannes, fais des vannes. Ok. Tu sais que je t'ai croisé il y a 2 ans au Paname, parce que je filmais un peu les coulisses dans le lieu, et justement, ce qui m'a marqué chez toi, c'est qu'à chaque fois, tu essayais de faire rire les autres stand-uppers. C'était ta passion. Ouais, c'est le stress. Ah ouais? C'est ma manière d'évacuer le stress. Non, souvent quand je suis stressé, je fais des blagues. J'essaye de faire des blagues, tu vois. Parce que j'assume pas de vivre ce stress-là, et du coup, j'essaie de faire des blagues. Ça arrive, ouais. T'es tendu avant de monter sur scène? Putain, j'ai niqué l'ambiance direct. Direct. Putain, Moi, je pensais qu'on allait commencer sur j'aime faire rire les gens. Mais j'adore faire rire les gens, tu vois. Moi, mon but, c'est de te faire rire au moins 3 fois dans cette interview. Mais je vais rire plus que 3 fois, je rigole tout le temps. J'espère. Est-ce qu'on peut avoir un petit compteur qui s'affiche sur le... Ah, mais c'est foutu, c'est foutu. Il va y en avoir trop. Mais ouais, c'est vrai que c'est un besoin de faire rire. Depuis toujours. Depuis toujours. Quand j'étais petit, j'ai fait du cirque. Et je voulais être clown. Et genre, vraiment, il y avait, je sais plus, une chaîne de télé qui était venue, genre France 2, France 3, je sais pas quoi. Et ils avaient dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi, j'avais dit, moi, je veux être clown. Et j'avais genre 8 ans, tu vois, 9 ans. Mais tu ne te voyais pas non plus en faire ton métier de Pas du base? tout. Non, j'avais pas l'ambition d'un métier. J'avais l'ambition plus d'une passion, d'un truc, tu vois ce que je veux dire, je veux faire rire, peu importe le vecteur, entre guillemets, tu vois. Ouais, parce que toi, ton but, c'était avant tout de faire de la thune. Il faut l'avouer, on est là pour ça. La moula. Pourquoi la moula? Mais non, mais parce que j'ai mis du temps à accepter qu'en fait, et aujourd'hui j'ai de la chance, je gagne ma vie avec ce que j'aime faire, tu vois, j'ai beaucoup de chance de faire ça, mais j'ai mis du temps à accepter que ma voie, c'était pas forcément le commerce et mon ambition première, l'argent, mon objectif premier, l'argent, tu vois. À la base, je voulais être trader. Et je voulais être trader parce que mon père bossait dans la banque, ma belle-mère aussi, tu vois. Et j'ai dit, mais en fait, je veux être trader. C'est ce que je veux faire de ma vie, tu vois. J'en étais sûr. Il n'y a même pas de doute, tu vois. Donc c'était trader pour ressembler à ton papa et aussi pour cette idée de la réussite financière? Pour moi, en fait, la réussite ne pouvait pas être autre que financière. Et je voulais ressembler à mon père dans le sens... non pas qu'aujourd'hui je ne veux pas lui ressembler, mais en fait à ce niveau professionnel, je voulais calquer en fait son parcours en me disant ok je vais faire ça et je vais gagner de l'argent. Tu vois. Du coup, à quel moment tu as eu ce déclic pour dire je vais pas faire le choix de la sécurité, être trader, le commerce, etc., mais je vais plutôt suivre cette passion de l'humour, etc. En vrai, quand j'ai découvert le théâtre, j'avais déjà un peu cette idée. J'y suis allé un peu à reculons parce que moi j'avais l'image du théâtre, genre le théâtre, les grands costumes, monologues, le théâtre classique, les trucs et tout. En fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour la discipline, tu vois. Et je pense qu'à partir de là, l'envie est née. C'est pas là que je l'ai complètement assumé, mais je pense que c'est au moment où j'ai commencé Internet, commencé YouTube. À l'époque, je vois que ça commence à grandir sur Internet. Il y a les podcasts français qui arrivent, etc. Tu vois, et je me dis, autant se lancer, tu vois. Et c'était à l'arrache au début, c'était sur une étagère avec un paquet de céréales et un truc sans lumière, sans son et tout, tu vois. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est intéressant cette philosophie que tu avais parce que toi, tu dis je voulais sécuriser avec mon BTS. Exactement. Mais en même temps, en parallèle, tu essayais quand même de suivre ta passion et de faire ce que tu kiffes. Parce que après, la vérité aussi, c'était que j'avais un deal avec ma mère. De dire, elle me dit, moi, ma mère m'a toujours beaucoup soutenu dans ça, tu vois. Elle m'a dit, prends juste une petite sécurité, tu vois. Genre ton diplôme, si jamais ça marche pas, je te souhaite que ça fonctionne, mais si jamais ça marche pas, ton diplôme, il te servira à pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux, tu vois. Même si en vrai, tu peux le faire sans diplôme, mais mon diplôme m'a jamais servi et j'espère qu'il me servira jamais aujourd'hui, tu vois. Mais ma mère m'a toujours dit, c'est le deal que j'avais avec elle. J'obtiens mon diplôme, mon BTS, et ensuite je fais ce que je veux, tu vois. Tu as une phrase d'ailleurs intéressante, c'est fais ce que tu dois faire avant de faire ce que tu as envie de faire. C'est exactement ça. Et c'est ambitieux aussi de dire que tu zappes ce que tu dois faire et tu fais direct ce que tu as envie de faire. C'est plus risqué. Tu vois. Mais moi, à l'époque, j'habitais encore chez ma mère et tout, donc en fait, le risque était un peu minime. Tu vois, je me dis, si ça foire, j'habite chez ma mère, j'ai pas encore de loyer à payer et je peux recommencer à travailler chez Célio, là où je travaillais pendant mon BTS et après, tu vois. Mais tu penses d'ailleurs, du coup, que quand on est jeune,
même si on a une passion, c'est quand même important d'avoir un petit filet de sécurité avant de se lancer? Moi, je suis partisan de ça. Il y a beaucoup de gens pour qui ça a fonctionné de ne pas avoir de filet de sécurité, que ceux qui disent mon plan B, c'est mon plan A. Mais moi, je fais partie de ces gens qui disent backup un petit peu quand même, tu vois. Genre, mets un petit casque, tu vois, au cas où. On l'entend moins souvent ce discours. Ouais, mais franchement, c'est intéressant de le dire aussi, tu vois. C'est intéressant de dire que tout n'est pas. Il n'y a pas que des parcours fantastiques et idéaux, tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a des gens qui sacrifient tout et ça marche pas. Et il faut le dire, tu vois. Moi, c'est pas mon cas et j'ai pas tout sacrifié non plus, mais il y a des gens pour qui ça marche pas. Et en fait, je pense que si la sécurité, comme on dit, n'est pas un truc qui va empiéter totalement sur ta créativité ou qui va te prendre 15 ans, bon, ça vaut le coup de le faire, tu vois. Ça coûte rien, entre guillemets, à part un petit peu de temps, tu vois. Donc cette sécurité, c'était le BTS. C'est le BTS, exactement. Et donc en parallèle, tu étais sur YouTube. Ça ressemblait à quoi YouTube en 2010? C'était différent de ouf, hein. YouTube, c'était... En fait, le truc, c'est qu'à l'époque, et la plupart des gens ne gagnaient pas vraiment d'argent avec YouTube, tu vois. Et donc, en fait, toute la création qu'il y avait, c'était par volonté de créer. C'était pas par volonté de dégager de l'argent avec les vues, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il y avait quelque chose de plus sain dans la création, tu vois. C'était genre... En fait, si aujourd'hui on disait, vous ne pouvez plus gagner d'argent avec YouTube, je me demande combien de créateurs resteraient et quel contenu il resterait sur la plateforme, tu vois. Je pense qu'on verrait plus autant de contenus qui se ressemblent énormément et qui certes font énormément de vues, mais je pense que les motivations n'étaient pas les mêmes. Donc toi, la motivation à l'époque, c'était juste créer. Faire des blagues. Ouais. Ouais, exactement. Parce que je pense sincèrement que si j'avais pas pu gagner d'argent avec YouTube, ça m'aurait pas empêché de continuer. Du moins, les formats auraient été différents parce que sans argent, forcément, tu fais des formats un peu moins à travailler, un peu moins développés, même si tu peux quasiment toujours te débrouiller. Mais ouais, mon but, c'était vraiment juste de créer des trucs, tu vois. Ça a bien marché à partir de quand? Ça a mis 3 ans environ, 2013, un truc comme ça, tu vois. En fait, comme tu disais, le YouTube de l'époque était différent. Et quand tu étais mis en page d'accueil, à l'époque, c'est vraiment t'arrivais sur YouTube et tu avais un big bandeau avec la promotion pour ta vidéo, en fait. Et un jour, j'ai eu ça et j'ai mis 3 ans à faire environ 50 000 abonnés, tu vois. Et à partir du moment où mes vidéos ont commencé à être mises en avant sur la page d'accueil YouTube, j'ai fait 1 million d'abonnés en 1 an, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, pourquoi je vais me casser le cul encore à vendre des t-shirts et des jeans, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement. Il y a eu la vidéo se battre, Ouais. puis les préservatifs, et c'est là où Et ça... là, ça a explosé, genre, totalement. Et à l'époque, je prenais genre 5000 abonnés par jour, je crois. C'était démentiel. Enfin, c'était fou. Comment tu le vis, ce truc-là? Bien de ouf. À l'époque, en fait, je me posais pas trop cette question de ce que ça allait changer dans ma vie, en positif comme en négatif. Je me suis dit, ah, vas-y, j'ai monté un truc, ça marche, c'est mortel. Et je voyais pas vraiment plus loin, tu vois. Et aujourd'hui, je le vis très bien, en vrai, tu vois. C'est trop cool. Et je suis content d'avoir pris cette décision, tu vois. Ça te permettait de payer ton loyer déjà à ce moment-là, de vivre ta vie? J'habitais chez ma mère. Jusqu'à Donc, je quand? l'aidais pour le loyer. Je suis parti tard. Je suis parti à 24 ans, je crois, un truc comme ça. Ok. Et ouais, moi, j'avais aucune question compliquée, en fait, tu vois. Genre, c'était juste, je fais mon truc, je kiffe. Oh, je poste, ça refonctionne. Je poste, ça refonctionne. Tout grimpe. T'as l'euphorie du truc, tu vois. Genre, t'es pris dans un mécanisme ultra positif, tu vois. Et aussi, c'est vrai que les chiffres favorisent la création, je trouve. Moi, j'ai eu ce truc aussi de ah, ok, ça me motive à essayer de trouver d'autres idées, à essayer de trouver d'autres trucs. Parce que même si, quand tu crées, tu fais pas faire ça pour la reconnaissance, pour les chiffres, pour l'argent, au bout d'un moment, quand t'as rien et quand ça marche pas, tu te dis bon, est-ce que je continue de me casser autant la tête, etc. Tu vois. Moi, je la trouve compliquée, ta position, parce que ça fait plus de 10 ans que tu es sur YouTube, et en même temps, tu as à peine 30 ans. Du coup, comment faire justement pour pas être un vieux con perçu par les gens et continuer d'évoluer et d'être dans une forme de hype et dans les tendances? En fait, c'est tellement complexe. En fait, s'il y avait une réponse simple, je te la donnerais, mais je pense qu'il n'y en a pas. C'est juste qu'aujourd'hui, je vois YouTube un peu de manière différente. Je vois YouTube comme... c'est moins mon activité principale, dans le sens où j'ai envie d'évoluer ailleurs, notamment sur scène ou en cinéma ou dans une série ou un truc comme ça, tu vois, parce qu'en fait, j'ai un peu fait le tour de YouTube avec différents formats, tu vois, et je pense que les formats que je n'ai pas fait, je n'ai pas envie de les faire et je ne deviendrai pas le vieux con
en disant j'avais vu des mecs comme ça, en plus ça m'avait fait de la peine, qui ont fait carrément des vidéos pour se plaindre de la manière dont YouTube avait évolué. Je dis mais les gars, en fait, soit tu te plains et t'es bloqué dans un truc, soit t'évolues et tu t'adaptes, tu vois. Et non, je serai pas le vieux. Non, j'ai même pas 30 ans, je peux pas être un vieux con, c'est pas possible. C'est intéressant parce que toi, tu es sur plein de plateformes. Tu vois, tu es sur YouTube, mais tu fais aussi des vidéos sur Instagram, sur TikTok, tu es sur scène, tu fais des films, tu fais même des vannes sur Twitter qui fonctionnent toujours bien. Comment tu fais pour t'adapter et adapter ton humour à chacune des plateformes et des domaines dans lesquels tu bosses? C'est hyper intéressant parce que c'est un vrai exercice de comprendre en fait les codes de la plateforme. Par exemple, tu parlais des vidéos Instagram. Les vidéos Instagram, c'est les miennes du moins, c'est épileptique. Genre, c'est du montage, il n'y a pas un seul temps mort, ou alors le temps mort est une vanne, tu vois ce que je veux dire, genre, alors que sur YouTube, tu peux plus prendre les choses. Par exemple, dans Frères, on a beaucoup de moments un peu plus calmes pour faire respirer, etc. Sur Insta, t'as pas... En fait, il ne faut pas laisser le temps aux gens de respirer, parce qu'en fait, s'ils respirent, ils changent. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, par exemple, quand j'écris des vidéos Insta, dès l'écriture, en fait, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et en fait, je lance un chrono et je le lis comme je sais que ça sera monté, parce que c'est moi qui fais le montage, donc je sais exactement comment je vais le monter. Je le lis à la bonne vitesse et je vois si ça rentre dans une minute. Si ça rentre pas dans une minute, j'enlève des phrases. Tu vois, juste, faut prendre le temps, se poser, comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, tu vas à une soirée déguisée où le thème c'est ça, il faut que tu t'adaptes au thème. Tu vois, il faut que tu peux apporter ta touche, et il faut apporter ta touche, mais il faut que tu comprennes que le thème c'est ça, et la logique, l'esprit de la soirée, ça va être ça. Tu vois. Justement pour pas passer pour un vieux con. Pour pas passer pour un vieux con qui dit ah non, moi je veux pas faire ça, moi de mon temps on faisait que ça, moi sort de question que je me déguise. Bah ouais, mais joue le jeu frérot, sinon tu vas pas t'intégrer, tu vois. Et tu parles de quoi du coup dans le stand-up? Je parle pas de ce que je dis, je parle que de trucs nouveaux. Je parle pas de ce dont j'ai pu parler sur YouTube ou sur les réseaux, quoi. C'est que des trucs nouveaux. Que ce soit des trucs sur ma famille ou sur le fait d'assumer des faiblesses que j'ai. Et en fait, je pense que c'est une sorte d'exutoire aussi, le stand-up, de dire j'assume certains trucs que je suis, je dis ce que j'aimerais être. Et voilà. Sur scène, tu as un sketch où tu parles de la séparation de tes parents. Ouais. Ton personnage Jérémy dans Frères, tu fais aussi une petite vanne où tu dis que tu aimerais les revoir ensemble. Ça a l'air de t'avoir marqué. Ouais, bah, mes parents, ils ont divorcé quand j'étais jeune. Hein. J'avais même pas 10 ans et je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et que inconsciemment, c'est resté. Je pense que c'est des choses qui restent et qui te suivent un peu toute ta vie, tu vois. Après, à toi de voir ce que t'en fais. C'est dur au début, forcément. Tu vois, tes parents séparés, tu comprends pas. Tu dis, mais bah, pourquoi, les gars? Genre, parce qu'à la base, vous deux, touk, il y a moi, et c'était bien, non? Genre, tu vois. Et forcément, à un moment, tu te dis, quand t'es petit, tu réfléchis et tu te dis, mais est-ce que c'est ma faute? Genre, c'est moi qui ai fait un truc qui allait pas, tu vois. Et forcément, bah, voir tes parents séparés, tu comprends pas, parce qu'en fait, tu te dis... Moi, en plus, je crois qu'à l'époque où ils sont séparés, je connaissais pas beaucoup de parents divorcés, tu vois. Et je me dis, ah, mais attends, donc là, ça veut dire que vous allez plus être ensemble, genre, je vais plus vous voir tous les deux, tu vois. Et forcément, après, t'as les déménagements, les trucs, et c'est compliqué, tu vois. À gérer, c'est compliqué quand t'es petit. Quand on a beau t'expliquer, je pense qu'il y a des choses que tu peux pas comprendre. Et que tu comprends avec le temps, forcément, tu vois. Mais quand t'es petit, à cet âge-là, tu connais pas l'amour, tu connais pas tous les trucs comme ça, tu vois. Donc je pense que ouais, c'est un truc qui m'a marqué. Je trouve ça intéressant parce que les stand-uppers, dans leur spectacle, ils reviennent souvent sur des traumas d'enfance. Mais en fait, les traumas d'enfance, je pense qu'ils ont beaucoup d'impact sur la personne que tu es aujourd'hui, tu vois, que tu le conscientises ou pas, en vrai. Positif comme négatif, d'ailleurs, trauma, mais ce que tu vis, son expérience en fait, d'enfant a beaucoup d'impact sur ce que tu es aujourd'hui. Et tu ressens quoi, du coup, quand tu es sur scène devant des gens? Quand ça se passe bien, c'est génial. Mais ouais, non, c'est incomparable, la sensation elle est incomparable. J'ai fait une seule grande salle pour l'instant dans ma vie, c'est La Cigale, pour la première partie de Oda et Dako. Et du coup, bah, j'arrive un peu comme ça et je me dis, ok, vas-y, j'ai la pression. Moi, je suis quelqu'un de très stressé, de ouf. Et quand je suis arrivé devant les 800 personnes, 900 personnes, je me suis dit, bah, ok, c'est ça que je veux faire en fait. Ça fait plus de 10 ans que tu es là, ça marche bien pour toi, tu as 4 millions d'abonnés, les gens te suivent, etc. Et tu as toujours la pression. J'aurai toujours la pression, toute ma vie. C'est sûr et certain. Il faut juste que j'apprenne à vivre avec et c'est ce que j'essaie de faire, tu vois. Mais je sais que le stress n'est plus mon ennemi à 100%, tu vois. Alors, le trac, en fait, à chaque fois que j'étais stressé, 99% des fois, ça s'est bien passé. Et j'étais pas handicapé par le stress et ça m'a pas empêché de faire ce que je voulais faire et de réussir de remplir mon objectif, tu vois.
Donc juste, j'apprends à vivre avec, tu vois. Je suis stressé avant les tournages, je suis stressé avant de jouer, je suis stressé avant d'écrire. Mais dans une interview, tu as quand même dit que la peur, ça avait guidé beaucoup de choix dans ta vie. Ouais, de ouf. De ouf, et j'en parle sur scène. Et c'est vrai, en fait, toujours eu très peur de beaucoup de choses. Et je pense que d'accepter d'avoir peur, c'est un pas vers aller mieux. Je sais plus si c'est Will Smith ou ma mère qui l'a dit, mais il disait Peut-être les deux. Si tu as peur de faire quelque chose, fais-le avec la peur. Tu vois. C'est une belle phrase, je trouve, en vrai, parce que c'est vrai, en fait. Genre, si tu as peur de faire un truc, bah, fais-le en ayant peur, tu vois. Et souvent, ça se passera bien. Mais ouais, j'ai peur de fou. Même Booba, dans son dernier album, a dit avant le show, Jack au goulot, comme ça, j'ai pas le trac. Imagine Booba qui dit ça. Ouais. Après un bid ou après l'échec d'une vidéo, tu te dis directement j'arrête, je veux arrêter. Ouais, de fou. Comment tu te dis au final je repars? En fait, il y a un truc, c'est que moi, j'ai ce côté, je peux avoir ce côté un peu défaitiste. Et peu importe le nombre de trucs que j'ai fait avant qu'on fonctionnait, s'il y a un truc qui fonctionne pas, je me dis vas-y, j'arrête. Ça me saoule. Genre, j'ai pas envie de vivre ce genre de truc. Parce qu'en vrai, je pense que en tant qu'être humain, on n'est pas censé vivre ce genre de truc. Pas censé vivre des gens qui regardent ton travail et qui disent c'est de la merde, c'est machin, j'ai pas aimé, ah c'est nul, ah t'es fini, ah machin. Ça arrive, tu vois. Et en fait, on n'est pas censé recevoir ce genre de messages et d'énergie, tu vois. Genre, normalement, on n'est pas fait pour vivre ça, tu vois. Et ce qui fait que tu te dis que tu repars, c'est parce que tu es convaincu que c'est ce que tu veux faire, tu vois. Et ce que je disais dans un podcast il n'y a pas longtemps, c'est que les échecs sont des expériences que si tu es convaincu que c'est ce que tu veux vraiment faire, tu vois. Moi, par exemple, demain, je me lance dans le foot. Si je fais un match mauvais, je me dis, bon, bah, vas-y, j'arrête, je suis pas fait pour ça, ça sert à rien, tu vois. Mais je sais que je ne ferai pas d'autre métier que ce que je fais maintenant. Donc, peu importe les échecs, il va falloir que j'y aille. En fait, c'est ça, c'est que il faut que j'y aille. Il faut que j'avance, tu vois. Ton projet actuel, c'est la série Frères, Ouais. avec Vincent Scalera. Ouais. Est-ce qu'on peut lui demander de nous rejoindre? Je fais apparaître Vincent. Je suis cuit. Comment ça va, Vincent? Bah ça va et toi? Ça va, la forme. Bravo pour cette saison 2. Bah merci hein. Je sais pas, il s'adresse à toi, donc moi je peux pas. Toi aussi. Ouais, ça va, ça Merci. fait 10 piges qui t'a parlé. Merci. Merci frérot, merci, Bah, on est merci, très contents. ouais, c'est cool. Dans la série, donc, vous jouez Jérémy et Vincent. Pourquoi vous avez gardé vos vrais noms? J'adore cette question. Et on C'est n'a vrai, pas on la n'a pas de réponse. réponse frère. En fait, si, parce qu'en fait, on voulait vraiment que ça soit des extensions de certaines de nos caractéristiques qui. On n'a pas cherché d'autres prénoms, ouais. Non, on va juste pas chercher. En fait, en vrai, je pense qu'au départ, quand on a écrit, on savait que c'était nous deux qui jouaient. Ouais. Donc quand on a écrit, on a dit, bah, bon, ça c'est pour Jérémy, ça c'est pour Vincent. Ouais, Et plutôt c'est que de resté noter comme des ça, je noms de pense. personnages où personne n'aurait vraiment capté qui Ouais. c'était, machin, on s'est dit, viens, on écrit avec nos noms, et en fait, c'est resté comme ça. Vous aviez cette liberté, du coup, de réécrire chacune de vos phrases, le texte? Il y a quand même une part d'impro, une part de surprise, tout avec une structure et surtout des textes qui sont bien écrits à la base, vraiment. On se fait vraiment chier à bien les écrire avec les auteurs. Mais notre but, justement, à la lecture, c'est que les gens, quand ils voient l'épisode, ils se disent pas, ah, c'est écrit. Il y a pas mal de jeunes, justement, qui aimeraient créer leur propre série, qui ont des scénarios en tête, etc. Et j'aimerais bien démystifier un peu ce truc. Comment on crée concrètement une série? Il y a plusieurs façons de faire, soit une idée, en tout cas pour moi, mais en gros, soit une idée de concept, soit une envie, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais, ça peut être, tiens, viens, on fait un truc dans une voiture entre potes, viens, on fait un truc avec un couple et une famille complètement déjantée dans un camping-car, tu vois, je te dis n'importe quoi, j'invente des trucs, hein, j'ai pas d'idée, mais... Je pense que s'imposer un lieu, ça peut être intéressant, tu vois. En tout cas, dire, par exemple, budget, salle de bain. Et tu penses salle de bain. Qu'est-ce que tu peux faire dans une salle de bain? Est-ce que tu vas jouer un plombier? Est-ce que tu vas jouer un mec qui est enfermé dans sa salle de bain? Qu'est-ce que tu peux faire dans une salle de bain? ouais, c'est ça, Voiture, cuisine, que des lieux en fait. Caserne de pompiers, bon, techniquement c'est un peu plus compliqué, mais un bar, un salon, une chambre, peu importe. ouais, en bas d'un hall de thèse. Il faut que tu trouves en fait un lieu et ça va être ta contrainte. Et en fait, si tu réfléchis contrainte, je pense, dans le lieu, tu vas trouver des idées. Tu vois. Et qui dit série, il ne dit pas forcément 10 fois 26 minutes. Ça peut être des épisodes de 30 secondes. Ça peut être 2 vannes dans le truc. Ouais, ça peut être une série sur un... Et encore une fois, il faut t'adapter à la plateforme. Et justement, pour s'adapter à la plateforme, sur l'épisode du casting, pendant 1 minute, il y a une petite pub grave marrante. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que ça doit pas être très facile de financer une série pour une plateforme qui est gratuite. Non. Parce qu'en fait, la fiction, déjà, ça coûte cher. Quoi qu'il advienne, ça coûte cher. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça coûte cher. À quel point... Donc nous, après, ce qu'il y a, c'est pour ça que, en tout cas pour ma part, je suis devenu producteur, mais qu'on produit nos projets, parce qu'on a
En fait, l'avantage d'être né là-dedans, bah, c'est que tu apprends à produire pour pas cher. Parce né dans le digital, et surtout sur YouTube, bah, tu apprends à produire pas trop cher. Nous, on essaie toujours quand même de faire de la qualité, quoi qu'il advienne. Surtout maintenant, il y a moyen de le faire. Puis on a des bonnes équipes. Mais ça reste quand même un budget. Donc, tu es obligé de trouver des partenaires financiers. Sinon, c'est pas possible, en fait. C'est ouais, cette série, en fait, c'est... Les gens sont contents parce qu'en fait, souvent, il y a des commentaires, en fait, on peut pas leur en vouloir, mais ils disent pourquoi il n'y a pas plus d'épisodes, pourquoi c'est pas plus long. Je fais, chacal, c'est daronne qui paye ou Et en fait, c'est plaisant de voir ce genre de commentaires parce que ça veut dire que les gens en veulent plus et qu'ils accrochent au délire, mais ouais, ça coûte cher. Comment on produit moins cher? Bah, par exemple, là, on s'est dit, on fait un lieu unique. On tourne quoi qu'il advienne. Moi, j'avais calculé tous les budgets avec l'enveloppe qu'on avait. J'ai dit, bon, bah, pour que ça rentre, on est obligé de tourner 2 épisodes par jour. Est-ce que justement le fait de sortir la série sur YouTube, sur la version gratuite, c'est aussi un moyen que ce soit accessible au plus de monde possible, de se dire tout le monde peut rigoler en regardant Frères? Bien sûr. Ouais, totalement. Bien sûr, c'est la seule raison pour laquelle on l'a pas mis sur Netflix. Hein. Ouais. C'était ou YouTube ou Netflix, on sait. On a dit non, bah, c'est pour ça qu'on a refusé Netflix. Moi, j'avais déjà eu la proposition de faire un truc pour YouTube Premium. Du coup, et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai du mal à me dire que je vais faire payer des gens sur YouTube. En tout cas, je parle pas d'un spectacle ou d'un film, etc. Mais pour moi, YouTube, c'est bien quand ça reste gratuit. Tu vois. Il y a l'épisode du Paris où vous avez choisi de faire un partenariat avec l'ANJ, qui est donc un organisme qui lutte notamment contre les addictions aux paris sportifs, etc. Pourquoi vous avez voulu mettre en lumière ce sujet? En priorité, déjà, on a refusé de travailler avec justement les paris en ligne. Parce que c'était contre nos convictions, en fait. Et du coup, l'ANJ s'est présentée juste après. Et on a dit, bon, bah, ça va avec, avec notre façon de voir les choses là-dessus. Il y a beaucoup d'OP que je et on refuse. surtout Plein de tu trucs refuses, qui mais rentrent pas dans ce que je voudrais faire, tu vois, que ce soit sur ma chaîne, sur mes réseaux ou quoi. Et pourtant, on m'a proposé des sommes, frère, des trucs. Pour le coup, tu sais, les trucs de Paris, ils disent toujours tout pour la daronne à l'abri. J'aurais pu mettre ma daronne à l'abri avec les trucs qu'on m'a proposés, frère. Plein de marques qui traînaient dans des trucs, vas-y, un peu bizarres, tu vois. Et les paris sportifs, et les paris en ligne, mais les paris sportifs en général font partie de ce genre de choses, qui font des dégâts monstrueux à plein de personnes, plein de familles, plein de trucs, etc. Parce qu'il y a une vraie addiction, comme tu l'as dit. Est-ce que vous, en tant que créateur de contenu, en tant que personnalité publique, vous faites vraiment à chaque fois gaffe aux partenariats que vous montez, aux gens avec qui vous collaborez? Toujours. Toujours parce que on est aussi responsable de ça, tu vois. On est aussi responsable de... c'est notre image, en fait, aussi, tu vois. C'est notre image qu'on engage à chaque fois. Et en fait, on ne veut pas forcément être associé à des trucs dont on n'est pas fier, tu vois. Et surtout qu'on est beaucoup, beaucoup sollicité, tu vois. Et que souvent, et comme je t'ai dit, en fait, tout à l'heure, c'est des questions d'ambition et de vision du truc, mais les sommes peuvent te faire réfléchir à des endroits où tu devrais même pas réfléchir. C'est surtout ça, c'est l'argent. L'argent, c'est dur de dire non à... Quand tu gagnes pas forcément beaucoup d'argent et qu'on te propose d'un coup une big somme pour un truc, c'est dur de se dire ouais, mais mes valeurs passent avant. J'essaie de me dire que c'est pour le mieux pour après, tu vois. Genre que ça me le rendra en... Va y avoir une saison 3? On sait pas. On aimerait bien faire le film. Ouais, on aimerait plutôt faire le film. Parce qu'il y aurait 10 000 possibilités de faire un film sur ces deux loustiques. Ça, pour moi, en tout cas, on en a déjà parlé, mais c'est plus ça le projet. Vraiment développer un film. Ou s'il y a une saison 3, du moins elle sera pas dans la cuisine. Parce qu'on a un peu fait le truc quand se va, comme ça. On a hâte de voir ça, les gars. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi, Merci d'ailleurs. à toi. C'était très bien. Moi, j'ai passé un bon moment avec toi. Ouais, j'ai passé un excellent moment. T'as passé un bon moment? Vite fait. C'est vrai? Sympa l'ambiance. Non, Bon, eh ben, c'était super. Merci, les gars. Merci infiniment. ciao, merci. Tu sais que c'est une marque déposée, notre clap. C'est vrai? Ah, je te jure. Clapis Prod. Clapis Production. Ouais. Quel mot mettre en commentaire pour les gens qui ont vu l'interview jusqu'à la fin pour nous le prouver? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre? Clapis Production. Clapis C'est Production, bien. ouais. Vas-y, Clapis Production. Clapis. Ça n'a aucun sens. Heureusement qu'on a pas demandé rien un qui a mot du drôle. sens. Ouais. Clapiste Production en commentaire pour ceux qui ont vu l'interview jusqu'à la fin. Merci encore, les gars. Ah, C'était merci un à toi, plaisir. c'était un kiff. Merci à toi. Hein. C'était donc le Moonwalk spécial frère. Merci au Barabul qui nous a accueillis. À plus. Où sont les bulles? Ciao. Là, regarde, ça balance des trucs. Là, non? Il n'y a pas de bulles, je vais le dire.